Le 17 septembre 2026, ça va faire exactement 4 ans que je réside en France. Et en 4 ans, on peut estimer que j'ai vu à peu près passer entre mes mains un peu plus de 30 000 euros. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça va faire bientôt 4 ans que je suis en France et j'ai pu, de mon côté, avec l'argent que j'ai travaillé, économiser un peu plus aujourd'hui à ce jour, plus de 12 000 euros que j'ai épargné. Et bien dans cette vidéo, on va essayer de voir comment est-ce que j'ai fait, quelles sont les astuces à mettre en place pour épargner beaucoup d'argent, même quand on en gagne très peu. Je rappelle que je n'ai jamais gagné un salaire de plus de 1500 euros en France. Je n'ai jamais gagné un salaire de plus de 1500 euros en France. Et j'ai réussi quand même à épargner. Ça m'est arrivé des fois avec les aides, de pouvoir épargner 90% de ce que je gagnais. 80% de ce que je gagnais. Pourtant, j'avais un loyer à payer, j'avais l'école aussi à payer, etc. Donc, dans cette vidéo, on va voir 15 façons d'épargner vraiment beaucoup d'argent. Et rappelez-vous toujours que si vous voulez épargner beaucoup, ça n'a rien, mais vraiment strictement rien à voir avec combien vous gagnez. Ça a à voir avec le mindset que vous avez et surtout l'objectif que vous avez derrière. Personnellement, c'est parce que je voulais débuter un investissement que j'avais besoin de 10 000 à la base. J'avais besoin de 10 000 de capital, précisément ces 10 000. Et donc, j'avais une rage intérieure qui est beaucoup plus forte que toutes les astuces qu'on peut vous partager. Mais associé à cette rage-là, j'avais quand même des techniques qui, moi, m'ont permis d'épargner beaucoup à seulement l'âge de 21 ans. Donc, c'est parti. On commence directement avec l'astuce numéro 1 qui est que épargner vient d'abord d'un héritage, voilà, héritage générationnel. Épargner vient d'abord d'un héritage générationnel. Ça signifie quoi? Épargner vient d'abord d'un héritage générationnel. Il faut savoir que vous êtes né d'un papa. Votre père est né de son propre père. Et inconsciemment, vous ne vous en rendez pas encore peut-être compte, mais cela joue énormément sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc peut-être que vous avez grandi dans une famille dépensière. Peut-être que vous êtes né d'un papa dépensier. Peut-être que vous êtes né d'une maman qui dépense beaucoup, qui flambe beaucoup l'argent. Et bien si vous êtes né de ce type de parents-là, ne vous étonnez pas que vous dépensiez naturellement beaucoup. Moi, je me suis rendu compte que de mon côté, je suis né d'un papa qui ne dépense vraiment pas du tout. Et donc j'ai hérité ça de mon papa. Mes frères, j'ai grandi dans un environnement où la seule phrase qu'il ne fallait pas poser, en tout cas la seule question qu'il ne fallait pas poser, c'est est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Chez nous, c'est la question qu'il ne fallait pas poser entre frères. J'ai grandi avec mes deux frères, donc on était à trois, et on est extrêmement épargnant. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, seconde, première, terminale, j'économisais tout mon argent de poche pour m'acheter des chaussures et des vêtements. Mon frère, pendant toute son année de troisième, il a économisé tout son argent pour qu'à la fin d'année, tout son argent de poche, pour qu'à la fin d'année, il puisse acheter son téléphone de rêve. Mon grand frère fait pareil. Les seules personnes qui sont un peu dépensières dans ma famille, c'est ma mère et ma petite soeur. C'est des personnes qui flambent un peu, qui dépensent un peu de l'argent. Mais sinon, nous, le reste des garçons, on est dans le dur, c'est-à-dire on peut facilement épargner. Et ce n'est pas qu'on se force, non. On a cette habilité naturelle à pouvoir mettre de côté. Donc, moi, de un, j'ai grandi d'un père qui épargnait beaucoup. Donc, ce qui veut dire que son papa aussi épargnait beaucoup. Donc, j'ai hérité d'une lignée d'épargnants. En plus de ça, j'ai grandi dans un environnement où la majorité des garçons épargnaient beaucoup. Dans la même maison où je vivais, dans la même chambre où on dormait. Donc, pour vous dire un peu la psychologie dans laquelle, en fait, l'avance avec laquelle je commence par rapport à peut-être toi qui es né dans une famille dépensière. Mais si même si moi je n'avais une avance, il faut savoir que j'ai quand même dû me retenir. Et donc, d'où par exemple le point numéro 2 qui est qu'il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. C'est extrêmement important que vous puissiez dire non. Mais vraiment, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Quand vous commencez à gagner de l'argent, que vous commencez à gagner 500, 1000, ensuite 2000, peut-être si vous êtes en CDI, vous gagnez peut-être 2200, 2100, 2300, 2700, je ne sais pas combien vous gagnez. Si vous êtes par exemple africain, vous allez être soumis à ce qu'on appelle la black tax. La black tax, c'est quoi? C'est une somme
que vous devez payer aux membres de votre famille ou à vos amis qui sont restés au pays parce qu'ils vous demandent. C'est-à-dire que tout simplement par le fait que vous êtes cette personne-là du quartier qui a réussi à être dans une situation, dans une zone géographique où on estime que les personnes s'en sortent mieux, vous devez maintenant être à l'image de ces personnes qui s'en sortent mieux. Ça se retransmet comment dans la réalité, c'est que vous devez aider, vous devez soutenir vos proches. Ça peut être vos parents, ça peut être les enfants d'autres parents qui sont tous dans la même famille, ça peut être des amis qui ont des projets, etc. En bref, chez nous en Afrique, on estime que donner c'est normal, d'une certaine façon. Parce qu'il y a un adage qui dit bien chez nous, on n'est pas l'enfant d'une maman, on est l'enfant d'un quartier. Donc ça résume un peu l'environnement social, en tout cas la situation sociale dans laquelle on est en Afrique. Et ça vous en dit beaucoup sur lorsqu'on arrive en Europe, quelles sont les situations auxquelles on sera exposé. Donc vous devez dire non. Vous devez dire non parce que si vous ne vous êtes pas encore bâti, ça ne sert à rien d'aider les gens. Ça ne sert à rien du tout de commencer à aider les gens, d'envoyer 60 euros par-ci, 100 euros par-là, 20 euros par-ci, 15 euros par-là, de faire des cadeaux en fin d'année à tous les enfants de la famille. Ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est le chose auquel moi j'ai dû dire non. Et c'est dur de dire non. C'est dur de dire non à son petit frère. C'est dur de dire non à sa mère. C'est dur de dire non à ses cousins. C'est dur. Les gens croient que c'est facile, que être radin c'est quelque chose de facile. Pas du tout. C'est extrêmement dur. Surtout si à côté de vous, vous avez des amis qui donnent comme ça. C'est extrêmement dur. Vous vous jugez vous-même. Mais vous devez avoir l'infime conviction, c'est mental, c'est psychologique, que ce que vous faites, c'est bien. Et ça sera encore plus bénéfique pour ces personnes à qui vous refusez à l'avenir. Vous devez extrêmement le penser. Parce que si vous en doutez, vous allez commencer à donner. Vous allez fléchir, comme je dis souvent. D'où, en tout cas, on va passer à l'aspect numéro 3, qui est, vous devez vous payer en premier. Ça veut dire quoi se payer en premier? Vous devez commencer à vous payer en premier. Vous savez, l'erreur commune des personnes quand ils commencent à gagner de l'argent, c'est de se payer en dernier. Quand vous commencez à gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Vous touchez un revenu tous les mois, estimant que votre revenu c'est de 1000 euros. Quand les 1000 euros vont passer, vous allez recevoir les 1000 euros sur votre compte en banque, le loyer va passer, vous allez dépenser de l'argent pour manger. Ensuite, si vous sortez au cours du mois, vous allez sortir, aller au restaurant avec les potes, les amis, etc. Et à la fin du mois, aux alentours du 20, ce qui va rester, vous allez mettre de côté. Ça, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Premièrement, parce que à 90% du temps, il ne reste souvent rien. Est-ce que je me trompe? Vous qui regardez cette vidéo, le 20 du mois, vous êtes très souvent déjà dans le rouge. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que dès la base, il n'y a eu aucune planification. Parce que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez pris certaines actions, habitudes antérieures. Donc, payez-vous en premier, c'est dès que le salaire tombe, j'épargne d'abord. Ensuite, je vis, je paye mes charges essentielles avec ce qui reste. Et peut-être je me fais plaisir. Peut-être. Ça, c'est une certaine mentalité qu'il faut adopter et qu'il faut prendre comme habitude. Maintenant, on va parler du fait numéro 4, du point numéro 4, qui va vous permettre d'épargner beaucoup plus d'argent. C'est vous devez commencer dès maintenant, à renégocier vos contrats. Ça peut être vos contrats d'abonnement. Donc, abonnement à la salle de sport, c'est impossible. J'avais essayé de renégocier le contrat d'un ami à la salle de sport, mais je me suis rendu compte que c'est impossible. Mais vous pouvez totalement renégocier vos contrats téléphoniques. Voilà, que ce soit vous soyez chez SFR, au Cameroun, que vous soyez chez Orange, vous devez même prendre un abonnement qui est moins bas. Moi, je vois les gens qui payent 50 euros par mois. Ils ne s'en rendent même pas compte. Mais vous pouvez négocier à 10-15 euros et rester à la même enceinte, dans la même entreprise, garder le même numéro et avoir à peu près le même forfait. C'est-à-dire que vous êtes passé peut-être de 250 gigas à 150 gigas. Vous avez fait quoi avec tous ces gigas-là? En entreprise, vous avez la connexion qui est gratuite. À la gare, vous avez la connexion qui est gratuite. Dans les cafés, vous avez la connexion qui est gratuite. À la bibliothèque, vous avez la connexion qui est gratuite. Mon frère, nous sommes en France, ce n'est pas la connexion qui est un problème. Donc, pour moi, prenez même les abonnements les moins chers. Et pour ça, si vous cherchez les abonnements les moins chers, allez chez un comparateur d'abonnements, tout simplement. Vous tapez comparateur d'abonnement téléphonique en ligne. Vous allez voir la fiche qui va se présenter là. Et vous allez faire votre choix. Vous allez souscrire à peut-être une nouvelle puce, une nouvelle carte. Ici, vous allez peut-être changer d'opérateur. Mais faites-le. Deuxième astuce aussi, toujours dans ce qui concerne l'aspect de renégocier vos contrats. Renégocier vos contrats.
vos contrats, c'est que vous devez commencer aussi peut-être à voir comment renégocier vos contrats de location. Imaginez que vous louez un appartement depuis 3, 4, 5 ans. Vous pouvez commencer à réduire à la baisse le coût que ça vous revient tous les mois. Je parle vraiment pour ceux qui sont dans les locations et qui s'y plaisent dans la longue durée et qui se voient continuer dans cette location peut-être encore pendant 5, 6 ans. Ce que vous devez faire dès maintenant, c'est de commencer à voir votre bailleur comment est-ce que vous pouvez réduire votre loyer de 6 à 7%. C'est un peu trop 6 à 7%. De 2,5 à 5%. Ça, c'est un peu plus raisonnable. Surtout si vous êtes là depuis longtemps. Si vous êtes là depuis longtemps, vous allez sur ChatGPT, vous expliquez la situation concrètement, vous demandez de construire un beau mail et vous demandez au bailleur de vous faire une offre tout simplement. Normalement, dans les normes, il va trouver un arrangement parce que, première des choses, vous êtes quelqu'un qui paye tout simplement. Donc vous avez du cash, vous payez, vous avez une situation. En tout cas, si vous êtes toujours là, c'est que vous payez. Et deuxième des choses, c'est que vous êtes des réguliers. Vous êtes là depuis, vous n'avez pas causé de gros problèmes dans son logement. Et voilà. Et il y a une certaine confiance, une certaine amitié, une certaine relation qui s'est créée. Et donc, bien sûr que vous devez en bénéficier. Donc, comme je disais, règle numéro 5, votre loyer ne doit jamais dépasser 30% de votre revenu. Loyer égal 30%, pas plus. Pas plus. C'est-à-dire que 30% c'est le maximum. 30% c'est le maximum, pas le minimum. Le maximum. Si vous excédez à cela, vous êtes déjà dans une mentalité de pauvre. Vous êtes vraiment déjà dans une mentalité de médiocre. Vous avez un QI financier qui est faible à ce moment donné-là. Alors, pourquoi 30%? Il faut savoir que lorsque vous allez demander un prêt à la banque pour un investissement, pour certains types d'investissement, si la banque doit prendre un gros risque sur vous, même si la banque très souvent ne prend pas des risques, la banque va regarder comment est-ce que vous gérez votre argent. Et ils vont regarder la part de votre loyer, de votre logement dans votre source de revenus. Combien est-ce que ça représente? En fait, moi je dis souvent, pour ceux qui ont de grandes ambitions, pour ceux qui savent qu'ils vont devoir prêter de l'argent demain, des grosses sommes, vous devez avoir une discipline financière hors norme. Parce que c'est ça qui va convaincre le banquier plus que tout ce que vous dites au début. Parce qu'il va voir votre dossier au début. Vous croyez que, quel que soit avec le style que vous venez, non, si sur votre compte en banque, ça ne se passe pas, c'est-à-dire qu'il voit une mauvaise santé financière, il va rejeter votre dossier. Parce que c'est d'abord la confiance. Et les banquiers ont compris une chose, c'est que l'argent est révèle la vraie personne des gens. Si vous voulez savoir réellement comment quelqu'un est, quelle est sa mentalité, regardez où est-ce que son argent part, où est-ce qu'il dépense son argent. Donc, il y a beaucoup de prêts auxquels certaines personnes ont accès et qui ne méritent même pas parce que c'est des prêts voilà, où l'État a beaucoup la même mise dessus, il y a beaucoup de subventions. Bref, c'est des prêts pour vous emprisonner. Mais des prêts dans lesquels vous allez faire des réelles plus-values et où il faut prendre beaucoup de risques, on ne va pas vous prêter n'importe comment. Ah non, pas du tout. Donc si, en matière de gestion de vos propres finances, ça ne passe pas, devant le banquier, ça ne va pas passer. Et vous aurez beau faire, vous aurez beau avoir l'abnégation extraordinaire que vous voulez, vous allez passer auprès de toutes les banques. S'ils voient que votre dossier financier c'est compliqué, ils ne vont pas vous prêter de l'argent. Donc, dès maintenant, commencez à allouer ne serait-ce que 30% de votre loyer, de vos revenus au loyer. Si actuellement vous vous trouvez dans une situation où c'est plus, n'allez pas directement renégocier si vous n'avez pas fait longtemps dans le logement là. Très souvent, ça va mal se passer. Vous allez seulement énerver votre bailleur. Ce que vous pouvez faire, chercher un autre logement. C'est la mesure qui va convenir à tout le monde. Cherchez un autre logement, un logement qui coûte moins cher que ce que vous avez déjà. Cherchez un logement. Donc fait numéro 6, faites le tri dans vos affaires. Mais pas que dans vos affaires, dans vos amitiés aussi, dans vos relations, avec vos différentes copines que vous fréquentez. J'appelle quoi faire le tri? Faire le tri, ça veut dire se séparer les choses inutiles et se rapprocher encore plus des choses utiles. Donc, faire le tri, par exemple, en matière d'amitié, ça veut dire se séparer de certains amis parce qu'on estime qu'ils ont une mentalité qui est trop dépensière et qui est en inadéquation avec les objectifs qu'on a aujourd'hui. C'est ça, faire le tri. Maintenant, fait numéro 7, c'est vous allez faire ce qu'on appelle le batch cooking. Vous savez, quand vous êtes célibataire, par exemple,
et que vous n'avez pas beaucoup de revenus et que vous n'avez pas beaucoup de temps à dépenser n'importe comment, faites ce qu'on appelle le batch cooking. En fait, le batch cooking, ça veut dire quoi? Le batch cooking, ça veut dire vous allez prendre une journée dans la semaine où vous allez préparer pour toute la semaine. Prenez par exemple le dimanche. Le dimanche, vous allez cuisiner pour toute la semaine. Ça vous permet de gagner en temps, ça vous permet de gagner en énergie. Ça fait que vous ne vous dispersez pas n'importe comment dans la semaine. Pour ceux qui ont une copine, proposez-la de vous faire cela. Ça vous permet de gagner en temps. En tout cas, lorsqu'elle le fera pour elle, qu'elle le fasse en double, qu'elle le fasse aussi pour vous. Donc ça c'est après, dans votre relation, comment est-ce que ça marche, etc. Mais c'est une bonne façon de gagner beaucoup de temps et surtout de gagner beaucoup d'argent parce que vous allez bénéficier de l'achat en volume. Vous savez, quand vous achetez les articles one by one, ça vous coûte beaucoup plus cher que quand vous achetez en kilos, par exemple. Vous le savez, la pomme à l'unité vaut plus cher que la pomme au kilo, tout simplement. Donc, c'est un calcul juste mathématique. Alors, fait numéro 8, utilisez ce qu'on appelle les bons comptes bancaires. Et pour cela, il y a deux types de comptes bancaires que vous devez avoir. Vous devez avoir un compte bancaire d'épargne. Donc, ça peut être un PEA. Quel que soit le taux de rémunération, compte d'épargne PEA. Et vous devez aussi avoir... Non, vous avez un compte d'investissement PEA. Donc, ça, c'est pour les investissements à long terme. Ok, désolé. Un compte d'investissement. Donc, c'est de l'épargne que vous investissez. Et un compte d'épargne de précaution qui peut aller de 6 à 9 mois de votre salaire que vous pouvez déposer dans le livret A, par exemple. Donc, ça, c'est les deux comptes que moi, je vous recommande. Le PEA pour les investissements à long terme et le livret A pour votre épargne de sécurité qui peut aller de 3 à 6 mois ou à 9 mois de votre salaire selon votre niveau, votre appétence au risque. Voilà. Ça dépend à quel point vous avez peur. Vous savez, il y a des gens qui ont très peur et qui préfèrent avoir de grosses sommes sur leur compte en banque. Pas seulement pour flatter l'ego, mais vraiment parce qu'ils ont peur de ne pas avoir l'argent. Et ça, c'est aussi bien. Je pense réellement que des personnes qui ont peur d'être pauvres ne finiront jamais pauvres. Mais les personnes qui n'ont pas cette peur-là, ou qui ne ressentent pas cette peur-là au quotidien, peuvent finir pauvres malheureusement. Alors, astuce numéro 9 pour épargner beaucoup d'argent, c'est commencer à convertir ce que vous voulez acheter en heures de travail. Imaginez par exemple que vous sortez pour aller au restaurant. Une façon de savoir vraiment si ça en vaut la peine, est-ce que le plat que je suis en train de manger, avec la personne avec qui je suis en train de manger, et peut-être avec qui je suis en train de payer aussi le plat, ça peut être une fille que vous invitez au restaurant, est-ce que ça vaut, est-ce que la fille en question là même, elle vaut les heures de travail que je suis en train de faire au boulot tous les jours? Ça, c'est vraiment une vraie question qu'il faut vous poser parce que ça change la façon, votre rapport à la dépense. Quand vous convertissez, quand vous estimez que, ok, je sais pas, ce plat de nourriture qu'on est en train de manger, ça coûte 50 € pour nous deux. Les 50 € là, ça me fait 2-3 heures de travail dans le boulot dans lequel je fais actuellement. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que cette personne-là vaut cette dépense-ci? C'est très important. Parce qu'une fois que vous voyez les choses comme ça, vous quantifiez les choses comme ça, vous vous dites, ok, il n'y aura plus jamais de prochaine fois ou il y aura encore une prochaine fois parce qu'elle mérite cet argent-là. Fait numéro 10, c'est que vous devez absolument commencer à penser à augmenter vos revenus. Pourquoi? Vous savez, on vit dans un monde de grande incertitude. Ça veut dire que si vous dépendez d'une seule source de revenus, imaginez, voyez votre revenu actuel comme un robinet dont vous n'avez pas la main sur la vanne au-dessus. Imaginez que celui qui a la main sur la vanne dessus décide de couper la vanne. Qu'est-ce que vous faites? Vous devenez assoiffé, ensuite vous mourrez par manque d'eau. Eh bien, c'est la situation dans laquelle vous êtes. C'est que vous ne contrôlez pas la vanne. Et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Si tout s'arrête, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous dépendez d'un seul revenu. Donc, arrêtez de dépendre d'un revenu et j'ai recherché d'autres sources de revenus. C'est-à-dire, rechercher de nouvelles sources de revenus. C'est trop important. De nouvelles sources de revenus. Fait numéro 11 pour économiser beaucoup d'argent. Arrêtez d'acheter en occasion et commencez à acheter neuf. Vous savez, l'achat en occasion peut paraître rentable au début, mais ça dépend vraiment des situations. Parce que contextualisez l'achat en occasion. Quand vous achetez en occasion, quand vous voulez acheter en occasion pour faire une bonne affaire, vous devez prendre le temps pour chercher l'article. Dès que vous trouvez l'article, ce qui vous prend souvent beaucoup de temps, dès que vous trouvez l'article, vous devez acheter. Quand vous avez acheté, vous avez pris le risque que l'article, lorsqu'il arrive, ne fonctionne même pas. En plus, pour moi, l'achat en occasion, donc arrêtez d'acheter en occasion, en fait, c'est pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus.
Une fois que vous commencez à gagner du revenu, de grâce, achetez directement le prix de l'article sur n'importe quelle plateforme que vous voulez, mais achetez neuf. Si vous voulez vous acheter un Mac, achetez-vous un Mac neuf. Si vous voulez acheter une caméra, achetez-vous une caméra neuve. Si vous voulez vous acheter une déco, achetez-vous une déco neuve. N'allez pas tout le temps rechercher les prix d'occasion. Pour une simple raison simple, c'est qu'au début, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'il y a le temps de la recherche. Et ensuite, il n'y a aucune garantie derrière avec l'occasion. Il n'y a aucune vraie garantie derrière. Donc, arrêtez les achats d'occasion. Arrêtez ça. Et commencez à acheter neuf. Arrêtez les achats d'occasion et commencez à acheter neuf. Quand vous achetez neuf, il y a deux choses principales. C'est que premièrement, l'article vient et c'est encore neuf, donc ça fonctionne encore à 100% de ses capacités. Fait numéro 2, c'est qu'il y a une garantie. Et si ça se casse, soit l'entreprise vous rembourse le produit, soit l'entreprise qui a transité, qui a permis le transfert de l'article, va rembourser l'article. Donc, quelle que soit la situation, s'il y a dommage, les entreprises vont rembourser. Pourtant, quand vous achetez en occasion, c'est compliqué. Donc, commencez à arrêter les achats d'occasion. Supprimez ça dans votre tête que vous allez économiser 50 euros, 100 euros pour les achats d'occasion. Non, vous n'économisez pas. Vous perdez votre argent en faisant ça. Et surtout votre temps. Votre temps est plus important que l'argent. Donc, quand vous commencez à voir les choses comme ça, vous commencez à comprendre pourquoi l'achat en occasion est peut-être une mauvaise chose, entre guillemets. Alors, fait numéro 12, pour continuer à épargner beaucoup d'argent, c'est mettez de côté tous les sources de revenus exceptionnels. J'appelle quoi source de revenus exceptionnels? Imaginez que vous travaillez en entreprise et un jour, vous avez une prime. Vous avez une prime parce que vous avez réalisé plus de ventes ou parce que vous avez attiré un client, un gros client. Donc ce mois-là, vous avez vos 2000 euros de salaire, mais vous avez peut-être 2500 euros de prime. Épargnez directement. Balancez directement sur vos comptes d'épargne. Ça peut être votre PEA pour vos investissements sur le long terme ou votre livret A, par exemple, pour votre épargne de sécurité. Donc, les revenus, on va les appeler les revenus exceptionnels, épargnez-les directement, automatiquement. C'est-à-dire, dans votre tête, ça doit être, ok, si j'ai un revenu exceptionnel, c'est-à-dire un revenu excédentaire à ce que je devrais normalement avoir, mettez directement de côté. Alors, astuce numéro 13, c'est ayez plusieurs comptes dans plusieurs banques. Pourquoi avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques? Déjà, lorsque vous discutez avec plusieurs banquiers différents, de plusieurs banques, vous constatez que les offres sont différentes en fonction de la banque. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que moi, je considère que vraiment pour épargner facilement, vous devez avoir un compte d'épargne qui est dans une autre banque que le compte où vous recevez directement votre argent. Parce que quand vous avez tout centralisé et que vous voyez tout d'un coup, c'est plus facile pour vous de dépenser n'importe comment. C'est plus facile pour vous d'être sujet à ce qu'on appelle, vous voyez, parce que vous voyez quelque chose tout le temps, vous avez tout le temps envie de toucher. Tout le temps envie de toucher. C'est comme des personnes qui ont tout le temps de l'argent sur leur compte courant. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout le temps le dépenser n'importe comment. Pourquoi? Parce que pour eux, cet argent n'a aucune planification. Et aussi, cet argent, voilà, c'est un argent qui n'a pas de réel plan. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut forcément le dépenser dans quelque chose. Donc, ils vont des fois se réveiller ou avoir des pensées spécifiquement dédiées à comment est-ce qu'ils veulent dépenser cet argent-là. Parfois, ils vont même penser à l'avance quand ils vont toucher l'argent, mais comment est-ce qu'ils veulent dépenser ça? Comment est-ce que je vais acheter ça? Ça, c'est suicidaire, mes amis. Suicidaire. Donc, et plusieurs comptes. Ça va vous permettre d'épargner d'un côté, d'investir d'un côté, de faire ceci d'un côté. En fait, tout est séparé. Alors, astuce numéro 14, il faut savoir que lorsque vous ouvrez un compte bancaire, normalement, vous avez droit à ce qu'on appelle du cashback. Donc, commencez à l'utiliser dès maintenant. Le cashback, c'est quoi? Alors, le cashback, c'est chaque fois que je dépense de l'argent à ma carte bancaire, j'ai une redistribution du capital qui est généré. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous utilisez votre carte bancaire, à chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, l'entreprise derrière la carte bancaire gagne de l'argent. C'est-à-dire Mastercard ou quelle que soit cette entreprise qui crée votre carte bancaire, gagne de l'argent. Chaque fois qu'on facture chez le boutiquier, chez le boulanger, l'entreprise derrière la carte bancaire gagne de l'argent. Et en fait, le but du cashback, c'est qu'on vous donne une partie de ce revenu que ces entreprises-là gagnent. Et maintenant, astuce numéro 15, et c'est extrêmement important, mettez-vous en groupe. Mettez-vous en communauté pour épargner beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez par exemple créer un groupe WhatsApp, où vous allez mettre titre du groupe, épargner nos premiers 5000 euros.
vous ajoutez des personnes, que des personnes de confiance. Avant que chaque personne intègre le groupe, il y a un entretien pour voir les motivations profondes de chaque personne. On ne prend pas quelqu'un juste parce que c'est notre ami, non. On prend des personnes qui répondent à certains critères, des personnes qu'on sait qui sont en capacité de pouvoir répondre à cette promesse-là, de pouvoir épargner vos premiers 5 000 euros par exemple. Donc créez un groupe, mettez-vous en communauté. L'effet de communauté va faire quoi? C'est que ça va amplifier votre désir de vouloir encore épargner, de vouloir encore mettre de côté. Les gens vont partager leurs objectifs, de ce qu'ils vont faire avec les 5 000 euros, leurs 5 000 premiers euros qu'ils ont épargnés. Et vous, ça va encore plus vous motiver. Plus vous êtes motivé, plus vous allez agir dans ce sens. Plus vous allez vous priver. Voyez? Et ça sera beaucoup plus facile. Ce ne sera plus une corvée. Vous ne serez plus obligé de vous forcer, non. Parce que l'effet de groupe amplifie la motivation de base, qui est d'épargner vos premiers 5 000 euros. Ça peut être 5 000 euros, ça peut être 10 000, ça peut être 20 000, ça peut être 30 000, ça peut être 100 000. Ça peut ne pas être pour épargner spécifiquement une certaine somme. Ça peut être par exemple pour un projet. Vous voyez, ça peut être la tontine. Ça, c'est vraiment un peu le principe de la tontine. C'est-à-dire qu'on épargne, on épargne, on épargne. Ensuite, on donne à quelqu'un. Ensuite, on épargne, on épargne, on épargne. Ensuite, on donne à quelqu'un. Ensuite, on épargne, on épargne, on épargne. Ensuite, on donne à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas beaucoup la tontine ici en Europe. Mais ça, c'est aussi un bon moyen, non seulement d'économiser de l'argent, mais en deuxième position, de créer du lien entre nous Africains. Surtout que c'est quelque chose qui est spécifique aux Africains, la tontine. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Vous mettre en groupe, vous mettre à plusieurs, c'est très important. Seul de votre côté, vous n'arrivez pas à grand-chose. Je pense sincèrement. Donc, mettez-vous en groupe, prenez des personnes de confiance. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le monde. Mettez 2-3 personnes. 2-3 personnes, ça suffit largement. Mais mettez-vous en groupe. Alors, si vous avez particulièrement apprécié ce contenu, il y a un lien actuellement dans la description qui vous permet de booker un appel avec moi où on va essayer de prendre vos finances en main. C'est 15 minutes pour essayer de redresser vos finances et pour premièrement voir dans quel état vous vous trouvez. Ensuite, fixer un plan pour votre avenir financier. C'était Alfred. Passez une bonne soirée les amis.